Bonjour à tous, déjà connectés. Bonjour. Alors, on a coupé vos micros et caméras puisqu'on attend un petit peu de monde. Je propose qu'on attende 2 petites minutes avant de démarrer. Merci à tous. Peut-être vérifier que vous nous entendez bien. Levez peut-être la main si ça vous est possible. Je vais faire un petit signe dans la conversation. Merci. On va commencer. Donc, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire d'1 heure sur les risques climatiques, quels enjeux pour mon entreprise. Donc, on est tous les deux, donc Adélie Courtois et Valérie Jouet, toutes les deux conseillères dans l'association Bretagne Compétitivité. Qui est une association au service des entreprises et acteurs économiques bretons, avec notre mission, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises par l'innovation et la prise en compte des transitions écologiques, technologiques et économiques. Et on est appuyé pour cela par des acteurs publics, tels que pour ce programme par l'ADEME et la région Bretagne notamment. On a plusieurs axes d'intervention, dont des animations collectives, dont ce webinaire fait partie, mais également des services plus personnalisés et individuels. Vous verrez à la fin de ce module des propositions d'aller plus loin sur vos stratégies, par exemple, d'adaptation. Mais on traite tout un tas d'autres sujets, de la stratégie de développement, du pilotage de l'innovation, on peut vous aider sur de l'ingénierie financière. Et voilà, je ne vais pas tout citer ce qui est écrit sur cette slide. En termes de fonctionnement, donc là, pour l'instant, on a laissé les micros et les caméras coupés. Vous pouvez bien évidemment, au fil de la présentation, poser vos questions dans la conversation Teams. On aura un certain nombre de sondages aussi auxquels vous pourrez répondre. Et à la fin de la présentation, on réouvrira les caméras et les micros pour ceux qui voudront poser des questions, en plus de celles qui auront été mises dans le chat. Donc, je le disais en préambule, c'est une première étape de ce webinaire sur la prise en compte des risques liés à l'adaptation au changement climatique. Il existe aussi un format présentiel, si à l'issue vous êtes intéressé pour le faire, par exemple, dans votre entreprise, sur un plus large public, on pourrait bien évidemment intervenir. Et on est sur un parcours qui est de sensibilisation et d'accompagnement qui est gratuit pour les entreprises puisque financé par l'ADEME et la région Bretagne. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quoique là, on va quand même y être, on va vous proposer trois quiz, donc de répondre à 3 questions qui tournent autour du climat. La première question est la suivante. Durant l'été 2022 en France, à votre avis, combien de communes ont dû, en raison de la sécheresse, transporter de l'eau, soit par camion, soit par
soit en distribuant des bouteilles d'eau. Est-ce que c'est de l'ordre de 50, de 150, de 300, de 500? Voilà, vous allez voir un sondage s'afficher. Exactement. J'ai lancé un sondage Teams. Alors, c'est vrai que selon les versions de Teams, ça ne marche pas toujours. Voilà, n'hésitez pas, si ça ne fonctionne pas, à mettre vos réponses dans la conversation. Alors, on vous laisse un petit moment pour répondre. Et visiblement plutôt 500. La réponse serait autour de 500. OK. Et ben, Valérie. vous êtes très bon. Parce que le chiffre exact est 539 communes, ce qui est assez important, effectivement, voilà, durant cet été 2022, été de sécheresse. Deuxième question, là, on va être à l'échelle mondiale et on va parler de travail. Donc là, pour une intensité de travail modérée, de combien de pourcents chute la productivité dès que la température atteint 33 degrés? À votre avis, est-ce que c'est 5%, 25% ou plutôt 50%? On vous laisse quelques minutes pour réfléchir et répondre. Il n'y a pas de mauvaise note. Hein. Il y a des bonnes réponses, mais il n'y a pas de mauvaise note. Ah, c'est pas mal. J'affiche le résultat. Oui. C'était la fourchette, enfin, c'était le pourcentage haut plutôt, donc 50% effectivement de la productivité, enfin de chute de la productivité dès que la température atteint 33 degrés pour une intensité de travail modérée, donc pas de travail important à ce niveau-là. Et puis dernière question, toujours autour de ce sujet du climat, on va aller en Espagne, on va parler d'agriculture. À votre avis, quel est le pourcentage de la surface agricole qui est en état de sécheresse intense? Est-ce que c'est 10, 50 ou 80%? Alors, on vous laisse répondre. Est-ce que j'affiche le résultat ou est-ce qu'on attend encore un petit peu? On a affaire à des connaisseurs. Pour l'instant, la réponse est 80% dans le chat. Mais vous avez raison. On est encore sur la note, enfin le pourcentage haut, à 80% de la surface agricole en état de sécheresse intense en Espagne. Donc voilà, c'était trois petites questions autour du changement climatique et vous voyez qu'on touche à la disponibilité de l'eau, on a touché à la productivité en termes de travail, on a touché à l'agriculture et à la sécheresse des surfaces agricoles. Donc vous voyez déjà qu'on va toucher à pas mal de sujets autour de cette question. Maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, de quoi on va vous parler dans cette heure ensemble? De la nécessité de s'adapter. On va prendre quelques exemples d'entreprises bretonnes qui ont été impactées sur les 3 dernières années par les aléas climatiques. Ensuite, on va se projeter dans le futur pour vous parler de changements en Bretagne à horizon 2050-2100. Et puis, on va ouvrir un petit peu le débat pour regarder quel impact ça peut avoir pour une entreprise si elle s'intéresse à l'ensemble de sa chaîne de valeur, pour commencer à introduire une notion qu'on utilise après qui est le risque climatique. Ensuite, on vous donnera des exemples d'entreprises qui ont déjà mis en place des choses, qui sont passées à l'action. Et puis, on finira par les idées reçues. Où en sont les entreprises françaises pour vous demander aussi, vous, où vous en êtes sur ce sujet. Alors, on commence donc par les exemples des alertes à la réalité économique. Avec un exemple on est en août 2022 et il y a tellement peu d'eau que les eaux du Rhin ont baissé et que avec un impact sur la capacité du transport fluvial qui a été diminué par 3, nécessitant du coup de faire des approvisionnements et des rotations multiples et notamment par la route plutôt que de passer par le fleuve, donc ce qui était largement handicapant pour la région. On revient en Bretagne, toujours sur l'année 2022, une sécheresse
intense qui a généré un arrêt de l'usine d'Aussy, qui n'avait jamais eu autant de faible rendement agricole, qui a donc stoppé son activité pendant 2 jours. D'autres alertes, encore sur la sécheresse, en 2023, la coopérative agricole, la SICA, qui a eu affiché un chiffre d'affaires en baisse de 8% à cause de la sécheresse et de la canicule de l'été 2022. D'autres exemples, dans les abattoirs Bigard à Quimperlé, des débrayages parce qu'il faisait trop chaud. Donc, les ouvriers ne pouvaient plus travailler, en tout cas pas dans des bonnes conditions. Donc, on cessait de travailler et 3 fois de suite, en un mois, jusqu'à des cas un peu extrêmes de décès liés aux fortes chaleurs sur un chantier dans les Côtes-d'Armor. La tempête Céline en 2023 qui a emporté tout un stock de sel dans une saline à cause des forts coefficients de marée, de la pluie et la mer qui est passée au-dessus des digues et qui a envahi les bassins de récolte. Cette fois dans les pieds dans l'eau, donc liés à des inondations dans le centre commercial Alma en 2020, où un stock de laine de verre complètement emporté lors d'une inondation à la Chapelle-Janson en 2020. Donc là, c'était forcément une sélection d'exemples, il y en a d'autres, et on est resté à l'échelle régionale pour aussi montrer que la Bretagne est soumise à des aléas climatiques et va l'être de plus en plus, on va le voir juste après. Juste pour vous donner un bon aperçu des fameux aléas climatiques selon le GIEC, donc le groupement des experts sur le climat. L'aléamètre, on le sait tous, c'est la hausse de la température moyenne globale, donc les fameux 1, 5, 3 et 5 degrés selon les scénarios qu'on va juste vous montrer juste après. Mais qui entraîne du coup des vagues de chaleur et des records de chaleur, des sécheresses fortes et extrêmes, des pluies, des tempêtes, et puis également des vagues de froid, pas toujours au bon moment, notamment si ça arrive après les premiers bourgeons, les bourges du printemps. Et puis, du coup, un deuxième niveau d'aléas qui en découle, des incendies, les tempêtes, les montées de niveau de la mer, les retraits gonflements d'argile ou les agents pathogènes qui sont du coup des aléas qui découlent des précédents. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on va être qu'un aléa climatique, c'est pas uniquement un événement extrême, c'est aussi une répétition d'événements forts, mais pas forcément record. Plusieurs années d'événements forts peuvent créer des difficultés, notamment au niveau des sécheresses. Ça peut être également une combinaison d'aléas, par exemple des incendies qui vont être accentués avec sécheresse et canicule, et puis des vents forts, par exemple. Et puis, c'est également des pressions lentes. Et là, le meilleur exemple, c'est celui de la montée du niveau de la mer, puisqu'on n'est pas sur de la submersion qui est un événement extrême lié à une tempête, mais là, on est dans un processus qui ne s'arrête pas, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va avoir derrière. Alors, maintenant qu'on a posé les aléas, on va regarder à quoi s'attendre à horizon 2050-2100. Donc, avant de démarrer, on vous propose cette infographie que vous avez peut-être vue, parce qu'on la voit pas mal passer, qui est issue du journal Le Monde, qui montre finalement quel âge on aura chacun d'entre nous à horizon. Alors là, c'est 2060, 2060, 2100. C'est pas inintéressant
Et on vous propose cette petite réflexion personnelle, hein, le temps qu'on laisse afficher la slide, parce que souvent on se dit, ah, 2050, c'est loin. Mais non, en fait, c'est pas si loin que ça. Voilà. Et les enfants qui sont nés en 2020 seront des gens qui auront un petit peu avant 2100, 70 ans. Donc, c'est important de se dire que finalement, c'est pas si loin que ça. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez pu faire le calcul de l'âge que vous auriez, mais juste pour dire que ça va vite. Alors, les principaux aléas qu'on a vus tout à l'heure avec Adélie, comment ça va évoluer à horizon 2050-2100. Donc, vous voyez en référence avec la petite carte de France les augmentations de température qui correspondent finalement à la TRAC, c'est-à-dire la trajectoire d'adaptation au changement climatique qui a été définie par l'État, avec une France à plus 2,7 degrés à horizon 2050 et à plus 4 degrés à horizon 2100. En Bretagne, donc là, ce sont des données qui sont issues de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. On sera à plus 1,8 degré à horizon 2050, plus 2,9 degrés à horizon 2100. Et ce qui peut être intéressant de regarder, c'est le nombre de jours au-delà de 30 degrés. Ce sera multiplié par 4 et par 7 dans le deuxième cas, avec des nombres de jours de gel divisés par 2, voire par 3, c'est-à-dire qu'en Bretagne, il n'y en aura quasiment plus, voire plus du tout. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'année 2022 sera la norme. Il y a eu d'ailleurs un bulletin du Haut Conseil breton pour le climat à ce sujet-là, voilà, qui montre vraiment que l'année 2022 ne sera pas une exception, notamment l'été. Ça, c'était pour les températures. Pour les fortes pluies, donc, il y aura une intensité des précipitations extrêmes, c'est-à-dire le nombre de millimètres qui tombent par jour qui augmentera de 10%. Dans un cas et de 16% dans l'autre, et puis un cumul de précipitations qui en été va énormément baisser, moins 9% dans un cas, moins 26% dans l'autre. Alors, ce qu'il faut noter, c'est deux choses. C'est la pluie, il y a une très forte variabilité naturelle de cet aléa-là, donc c'est difficile de faire des projections. Par contre, ce qu'on sait quand même, c'est que le cumul de précipitations sur un an sera à peu près le même. Mais ce qui sera modifié, c'est la façon dont la pluie va tomber, c'est-à-dire dont elle va se répartir dans l'année. Il va y avoir beaucoup plus de pluie au printemps, beaucoup moins en été, comme on le voit là. Et puis surtout, il va y avoir beaucoup plus d'événements extrêmes avec des pluies très, très, très intenses. Cette intensité de précipitation est extrême, avec un nombre de millimètres très important par jour. Je ne sais pas si vous êtes rennais parmi les participants, mais c'est un peu ce qu'on a eu, nous, hier. Et c'est ce que la France vit en ce moment dans certains départements. Des événements très, très intenses en matière de pluie qui peuvent entraîner, bien évidemment, des inondations, des coulées de boue, etc. Donc, voilà pour le côté pluie. Si on parle maintenant sécheresse, avec toujours nos deux températures de référence, le nombre de jours de sécheresse des sols, c'est-à-dire une sécheresse au niveau de la couche superficielle des sols, sera de plus 17 jours d'un côté, de plus 25 de l'autre, et avec surtout ce qu'on appelle des nombres de jours d'été, c'est où la température moyenne sera au-delà de 25 degrés, il y aura plus 23 jours d'un côté, plus 41 jours de l'autre. Et ce qu'il est important aussi d'avoir en tête, on vous met 75% d'eau de surface en Bretagne, c'est qu'on a très peu de nappes phréatiques en Bretagne, donc on a très peu d'eau souterraine. C'est surtout une eau de surface. Du coup, l'enjeu eau est très important au moment des sécheresses et la disponibilité de l'eau et sa qualité peut être très très vite en baisse, quelque part. Donc ça, c'est une spécificité de la Bretagne. Pour les incendies, on en aura aussi, on en a eu en 2022. Hein. C'était un petit peu surprenant pour nous, Bretons, mais il y en a eu. Et là, on voit que le nombre de jours de sensibilité élevée au feu, qui se calcule par un coefficient, sera multiplié par 2, voire par 3. Donc, aussi des probabilités plus importantes d'avoir des incendies. Et puis, pour finir sur cet aspect-là, retrait-gonflement d'argile, on est assez peu concernant en Bretagne, sauf au nord
nord du département d'Ille-et-Vilaine surtout. Il y a une tendance favorable à l'augmentation des mouvements de terrain, dont retrait, gonflement d'argile et coulée. Et puis, on va finir par un aléa. On aurait pu commencer par celui-là parce que c'est le principal aléa en Bretagne. Il faut savoir que c'est 23% des côtes qui sont concernées par la montée du niveau de la mer, avec une accélération de l'élévation du niveau de la mer. Et Adélie disait tout à l'heure, c'est une pression lente, mais qui ne s'arrête pas. Donc, le Conseil breton pour le climat a fait aussi un bulletin là-dessus, un bulletin spécial là-dessus, où il disait, on sait que ça va arriver, on sait qu'on atteindra les 1 mètre, voire les 2 mètres, ce qu'on ne sait pas c'est quand, mais on sait qu'on les atteindra. Donc là, à échéance 2100, on est à plus 40 cm, voire 1 mètre. Et le corollaire de ça, c'est que les aléas submersion et érosion, retrait du trait de côte, vont être favorisés par le fait que la mer monte. Donc voilà pour l'évolution des aléas en ce qui concerne la Bretagne. On veut également vous ouvrir sur tous ces aléas-là, pas uniquement sur votre site ou vos sites bretons, mais également sur votre chaîne de valeur, à la fois amont ou aval. On va prendre pour ça un exemple de la Reine de Dijon. Certains d'entre vous se souviennent sans doute qu'en 2021, on n'avait plus de moutarde dans les rayons. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que ce n'était pas une pénurie liée à la guerre en Ukraine, parce qu'à ce moment-là, ça démarrait. C'était surtout parce qu'il y avait eu au Canada un épisode de sécheresse qui avait duré au moins 2 saisons, dévastateur sur les graines de moutarde, et que du coup, le marché français n'avait plus de graines de moutarde pour fabriquer la moutarde, et en particulier cette entreprise, la Reine de Dijon, qu'on a pris en exemple. Et on va voir juste là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour la Reine de Dijon? Eh ben, c'est sa chaîne de valeur. En fait, elle s'approvisionne en graines de moutarde exclusivement au Canada. Donc là, on est sur l'exploitation des ressources. Donc, il y a eu une grosse baisse de rendement. Voilà. Ce qui fait qu'elle a eu un défaut d'approvisionnement sur sa logistique amont et approvisionnement. Qu'il y a eu interruption de la production, parce que s'il n'y a pas de matière entrante, il n'y a pas de production, donc pas de transformation des matières premières de production. Et puis sur la partie commercialisation et logistique aval, il n'y a pas eu de moutarde dans les magasins. Donc là, c'est un premier exemple, mais Carbone 4 s'est amusé à recenser d'autres exemples. Alors en plus, ça se focalise sur cette carte que sur des impacts industriels, mais sur les autres chaînes de valeur d'autres entreprises. Certains se souviennent peut-être de 2021, c'était aussi une mauvaise année, sur les puces électroniques à cause d'aléas dans le sud-est, dans l'Asie du Sud-Est, pardon. Des problèmes d'approvisionnement via le canal de Panama, qui a subi aussi un manque d'eau. Enfin bref, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il faut absolument avoir une réflexion sur son site, mais également sur sa chaîne de valeur, dans la réflexion de la sécurisation des risques climatiques pour son entreprise. Alors, on va aller un petit peu plus loin, mais en restant sur la chaîne de valeur pour introduire une notion qui est celle de risque climatique. Donc, Adélie vous a parlé d'aléas sur la chaîne de valeur, et là, on va rajouter trois nouveaux éléments. Le premier, c'est l'exposition. C'est-à-dire que quand on commence à parler de risque climatique, on commence à regarder si je me trouve dans un lieu exposé à un ou plusieurs aléas. Donc là, on a la notion de lieu physique, que ce soit moi ou mes fournisseurs ou mes clients, enfin tous mes acteurs de la chaîne de valeur. Ça, c'est le deuxième élément. On en rajoute un troisième, qui est celui de vulnérabilité. C'est-à-dire, si j'ai répondu oui, je me trouve dans un lieu qui est exposé à un ou plusieurs aléas,
La deuxième question à se poser, c'est est-ce que je subis les effets néfastes de l'aléa et est-ce que j'ai la capacité d'y faire face? Si oui, j'ai des impacts, enfin, je subis ces effets néfastes et je ne suis pas en capacité d'y faire face, en tout cas peut-être pas tout de suite, eh bien c'est que j'ai un risque climatique. Donc le risque climatique, c'est l'aléa multiplié par l'exposition, multiplié par la vulnérabilité. Et à partir de là, quand on a défini, enfin quand on a mis en évidence qu'on avait un risque climatique, on peut définir un enjeu, et ça c'est important parce que ça va être ce sur quoi l'entreprise va faire le choix de travailler. Et c'est quelque chose qui, pour l'entreprise, a de la valeur et qui peut être donc soumis au risque. Alors, ça peut être un enjeu d'ordre humain, sécurité, santé des salariés. Ça peut être un enjeu par rapport aux écosystèmes. Ça peut être un enjeu de biens matériels, que ce soit le process, les infrastructures, etc. On pourrait même rajouter un enjeu immatériel, plus d'ordre d'image, par exemple. Et si on reprend l'exemple de la reine de Dijon que vous a présenté Adélie tout à l'heure et qu'on reprend tous les éléments du risque climatique, ça peut nous donner ces éléments-là, c'est-à-dire la reine de Dijon s'approvisionne dans une zone de production soumise à 2 années de sécheresse au Canada. Elle est vulnérable parce qu'elle est dépendante à 100% des producteurs canadiens. Donc, elle a un enjeu en termes elle a un impact en termes de baisse de rendement avec l'effet domino qu'on avait tout à l'heure. Et elle aurait pu définir un enjeu tel que celui qui est écrit, garantir un approvisionnement en graines de moutarde en qualité-quantité pour servir les clients tout au long de l'année. Donc, plus un enjeu là, de maintien de la production, donc un enjeu plutôt matériel. Donc, en résumé sur cette notion de risque climatique, ce qu'on peut dire, c'est qu'une entreprise qui s'adapte au changement climatique, c'est une entreprise qui connaît les aléas à la fois de son territoire, mais aussi de sa chaîne de valeur, qui a réduit son exposition, donc par des enjeux de sécurisation, d'évitement, et qui a travaillé sur sa vulnérabilité par anticipation, par un travail en amont, en aval de la chaîne, et par un travail aussi avec les collectivités territoriales. Parce que souvent, une entreprise elle ne peut pas faire seule sur tous les sujets. On va passer maintenant à quelques exemples d'entreprises qui sont passées à l'action. Juste pour signaler que le travail d'adaptation au changement climatique, c'est un processus itératif. On n'est pas, on peut pas décréter qu'on est adapté. C'est-à-dire qu'en fait, on va en permanence travailler sa vulnérabilité et son exposition, revoir ces choses-là pour définir une trajectoire d'adaptation qui s'améliorera au fur et à mesure. En tout cas, prenons l'exemple d'OKWind, donc une entreprise bretonne spécialisée dans les trackers solaires intelligents. Vous en voyez peut-être un peu au bord des routes. Et OKWind, sur un enjeu qui était les biens matériels, donc là sur le matériel qu'ils fournissent, ils ont travaillé une stratégie produit qu'on peut qualifier de sans regret, puisqu'ils ont travaillé sur un scénario catastrophe en se disant il peut y avoir des vents extrêmes. Le matériel qu'on fournit à nos clients peut être exposé à des vents extrêmes. Donc, on va travailler une astuce sur notre stratégie produit pour qu'ils résistent en fait à ces vents très forts. Et donc, ils ont travaillé pour mettre un anémomètre qui permet aux panneaux de se mettre à plat quand il y a beaucoup de vent, en position de repli, si on peut dire. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté stratégie sans regret, puisque c'est de travailler quoi qu'il arrive, même si finalement certains panneaux ne verront jamais des vents extrêmement forts, d'avoir quand même intégré une stratégie produit adaptée à des phénomènes extrêmes.
Prenons un deuxième exemple de l'Atelier V, qui est aussi une entreprise bretonne qui fait des préparations à base de légumineuses. Pour eux, l'enjeu, c'était les écosystèmes, puisque dans leur processus, ils utilisent de l'eau. Ils sont à la fois consommateurs et donc du coup dépendants, mais également ils sont conscients de l'impact de ne pas consommer trop d'eau. Donc, ils ont anticipé des pénuries d'eau en faisant et en diminuant leur impact environnemental, en faisant un diagnostic des plus gros consommateurs d'eau et en travaillant un plan d'action pour changer de procédé de refroidissement, de mettre en place des solutions techniques pour limiter leur consommation d'eau, jusqu'à même l'utilisation des eaux pluviales, des eaux pluviales. Dernier exemple dont l'enjeu est humain. Alors cette fois, on part en PACA avec l'entreprise Everest Isolation, qui a travaillé un plan d'action pour sécuriser les salariés, puisque là, ils travaillent dans l'isolation du bâti, donc c'est des conditions parfois extrêmes sous toiture, parce qu'ils avaient énormément de turnover. Donc, ils ont travaillé un plan d'amélioration des conditions de travail sur les chantiers en période de forte chaleur. Ça passait par exemple sur de la modification des horaires de travail, de l'incitation financière, des dispositifs avec des bracelets de surveillance de la chaleur du corps, des gilets individuels rafraîchissants. Travaille également sur la nutrition, rafraîchie dans des glacières, et puis en poussant la réflexion sur l'annualisation du temps de travail, par exemple. Alors, on a vu pas mal de choses jusqu'à présent. Et maintenant, on va parler des idées reçues. Et on va vous donner quelques exemples d'idées reçues qui sont extraits d'une étude de Carbone 4 sur voilà, les entreprises face aux risques physiques liés à la dérive climatique. On va en détailler 3 et puis on vous en donnera d'autres tout à l'heure et on fera un petit sondage. La première idée reçue, elles ne sont pas classées par ordre d'importance, mais une idée reçue, en tout cas bien ancrée, c'est celle je suis bien assurée. En fait, être assuré, ça ne signifie pas forcément être résilient, c'est-à-dire tout ne peut pas être assuré. Notamment, par exemple, une cessation d'activité, quand l'entreprise ne peut pas continuer son activité, on l'a vu dans les exemples, ça, ce n'est pas assurable. Plusieurs aléas, comme les aléas graduels, ne sont pas ou peu couverts par les assurances. Il y a la notion de récurrence aussi. Les événements climatiques pourraient devenir tellement récurrents qu'ils ne peuvent plus être assurés. Quand on parle de catastrophes naturelles, par exemple, c'est des catastrophes qui arrivent à des échéances assez longues. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'assurance par essence ne peut pas couvrir des problèmes de discontinuité d'activité. Donc, l'entreprise n'est pas forcément assurée autant qu'elle le croit. Autre idée reçue, c'est au pouvoir public de faire le travail. Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'État doit coordonner, fixer les grandes orientations. D'ailleurs, le 3e plan d'adaptation nationale au changement climatique devrait être publié en fin d'année. Mais le plan d'adaptation pour l'entreprise, elle se réalise d'abord à l'échelle de son site de production, parce qu'on y aborde, on l'a vu un peu dans les exemples aussi, les conditions de travail, l'intégrité des bâtiments, la sécurité du stock, donc des choses qui sont très liées au site lui-même. Et puis parce que sur ces sujets-là, l'entreprise doit aussi travailler avec ses parties prenantes et puis les ressources disponibles sur le territoire. Parce que pour certains aléas comme la disponibilité de l'eau, par exemple, comme les sécheresses qui impactent sur la disponibilité de l'eau, il est important aussi de pouvoir travailler avec les acteurs du territoire sur ces sujets-là. 3e idée reçue qu'on détaille, et ça, on le voit souvent, nous, quand on propose des accompagnements sur l'adaptation aux entreprises, elles nous répondent
soit elles nous répondent, ah oui, mais moi, ma priorité, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou elles nous répondent, ah oui, mais je fais des choses en matière de climat, je diminue mon impact. Ce sont deux choses différentes, et on sait qu'il y aura des impacts physiques, même s'il y a un réchauffement seulement, entre guillemets, à plus 1,5 degré, c'est-à-dire qu'on est, voilà, les choses sont parties, donc même si on arrivait à diminuer l'augmentation de la température à plus 1,5 degré, il y aura quand même des risques physiques. Donc, de toute façon, il va falloir apprendre à s'adapter. Et comme c'est un phénomène voilà, qui est enclenché, tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas nulles, le réchauffement va se poursuivre et donc les risques vont s'accroître. Donc, il faut vraiment mener les deux combats de front pour éviter aussi les maladaptations. Et sur ce point précis, on voulait vous partager un document donc, qui a été fait par les ateliers d'adaptation au changement climatique pour vous montrer la complémentarité, la différence et la complémentarité de ces deux sujets qu'il faut mener de front. Le sujet de l'atténuation, parce que c'est réduire les causes, diminuer entre autres les émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur la biodiversité. Donc là, on agit à moyen long terme. Et puis l'adaptation, qui est plus de réduire les impacts. Et puis là, on agit dès le court terme et plutôt localement. Donc, on dit souvent atténuation, éviter l'ingérable et adaptation, gérer l'inévitable. Mais ce sont deux choses, deux sujets qui sont à mener vraiment de manière parallèle. Alors, on va vous proposer un sondage sur ce sujet des idées reçues que Cadélie va lancer. Donc, vous allez retrouver les 3 premières là qu'on a développées. Il y en a 3 autres. Nous avons le temps, les impacts ne sont pas pour tout de suite. Donc, cette notion on verra plus tard. Cette notion, on a toujours réussi à s'adapter. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Et puis, une notion plus technique, il n'existe pas de méthode standardisée, c'est difficile. Voilà, donc l'idée, c'est l'idée reçue qui freine selon vous l'engagement. Voilà, c'est laquelle? Celle qui est peut-être la plus ancrée ou celle qu'on pourrait entendre le plus souvent de la part des entreprises? Laisse un petit temps de relecture, de réflexion. Pour l'instant, principalement priorité, réduction gaz à effet de serre, un peu de pas à notre portée, et c'est difficile. D'accord. Bon, il n'y a pas de réponse, je disais tout à l'heure, elles ne sont pas classées, mais on entend souvent, c'est vrai, la priorité du moment, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les entreprises sont très incitées, voire obligées sur ces sujets-là. Donc, voilà, on a des entreprises d'ailleurs qui reportent le sujet de l'adaptation parce qu'elles sont déjà engagées sur le bilan carbone, sur des sujets comme ça. On passe à la suite. Je regarde là en même temps. Où en sont les entreprises françaises sur ces sujets-là? Donc, on va vous présenter une petite synthèse de 2 études. La première, c'est plus un baromètre qu'une étude, un baromètre RSE qui a été fait l'année dernière sur des plus de 500 salariés, où seul un tiers des entreprises semblent avoir déjà lancé des projets en lien avec l'adaptation au changement climatique. Donc, ce n'est pas beaucoup. Les plus de 500 sont plutôt des grosses entreprises qui peuvent avoir plus de disponibilité et de moyens pour faire des diagnostics de vulnérabilité. Et en plus, en réalité, même lorsque le sujet est identifié, un diagnostic de vulnérabilité établi, le sujet demeure peu ou mal gouverné. C'est vrai que c'est un sujet très transversal qui n'est pas forcément facile à prendre en main. Et les entreprises qui dédient des moyens humains vraiment à l'appréhension des risques physiques sont vraiment exception. Donc, même on va dire les grosses entreprises sont peu avancées sur ce sujet-là. Et puis l'autre étude, donc là, c'est
une étude qui a été faite en 2022, fin 2022 par Goodwill Management, qui a interrogé 300 TPE-PME. Et pour faire le constat que 82% d'entre elles pensent être un jour affectées par le changement climatique, mais seulement 54, pas mais seulement, 54 ne s'estiment pas prêtes à en affronter les effets, ce qui est plus de la moitié. Et de la même manière que pour les grosses entreprises, les actions d'adaptation déjà mises en place ne semblent pas être suffisamment importantes par rapport à l'ampleur des perturbations à venir. Donc, on voit que les entreprises françaises, donc ces études-là datent d'il y a 1 an à peu près, sont pas prêtes. Sont pas prêtes sur ce sujet de l'adaptation. Alors, notre idée, c'est de vous poser la question à vous, maintenant, au travers de trois sondages. Le premier, c'est j'ai identifié les aléas climatiques auxquels mon entreprise est directement exposée. Donc là, on va vous proposer les 3 choix possibles. Oui, j'ai réalisé mon diagnostic de vulnérabilité. J'ai commencé en partie, ou non pas exhaustivement, ou je n'ai rien démarré. Voilà, donc on vous laisse répondre, que vous soyez entreprise ou structure. Pour le moment, une majorité. Ah, on a des entreprises qui ont réalisé leur diagnostic de vulnérabilité. D'accord. Et d'autres qui ont commencé en partie ou pas formalisé, qui n'ont pas regardé exhaustivement. Okay. Et d'autres qui n'ont pas démarré. Donc, on a les 4 cas de figure. C'est ça. Bon. Peut-être si vous le voulez bien évidemment, mais peut-être que voilà, si certains d'entre vous veulent partager leur expérience ou leur début d'expérience à la fin du webinaire, ça pourrait être intéressant. Ce sera jugé, bien sûr. Deuxième question, je connais la vulnérabilité de ma chaîne de valeur et les impacts potentiels sur mon activité. Donc là, on s'éloigne, on ne reste pas sur le lieu et on regarde sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Même type de proposition de réponse. Si ceux qui ont fait en partie, pas démarré, d'analyse. D'accord. 4 réponses. Okay. En tout cas, c'est plutôt non sur cette question-là. Oui, c'est mitigé. En tout cas partiel. C'est pas démarqué ou partiel. Peut-être que le diagnostic de vulnérabilité n'est pas étendu à toute la chaîne de valeur. Peut-être. Et troisième question, c'est plutôt des affirmations. Je suis en capacité d'anticiper et de m'adapter. Voilà. La petite proposition de réponse. Est-ce que vous êtes en capacité d'anticiper et de vous adapter? Difficile question. Ou affirmation. Pas facile. Bon. On n'a qu'une seule réponse. Ouais. Plutôt non. Plutôt non. Bon. Ouais. Pas facile comme question. Surtout si vous n'êtes pas allé au bout. Alors, que peut-on vous proposer de notre côté pour aller plus loin, justement? Oui. Donc, je reprends la logique. Donc là, c'était un premier niveau d'information sur l'adaptation au changement climatique. On propose pour aller plus loin des modules 2 et 3 qui restent gratuits, je le redis. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour organiser avec vous cette suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait en suivant? Donc, dans la deuxième module, on vous propose d'analyser la sensibilité de votre entreprise au changement climatique. Donc, l'idée, c'est de reprendre votre chaîne de valeur,
et de regarder par rapport aux aléas climatiques ceux qui ont les principaux impacts. Et donc de mettre en évidence un ou deux enjeux pour votre entreprise. Donc ça se réalise dans votre entreprise avec un petit groupe voilà, associants, dirigeants, associés, salariés, enfin un petit groupe de travail. Et il en ressort du coup la mise en évidence des enjeux pour votre entreprise entre les différents aléas. Le module 3, du coup, on a l'enjeu, on a les enjeux. L'objectif, c'est de trouver des pistes d'adaptation sur votre enjeu majeur au travers d'une méthodologie qui a été développée par une journaliste qui s'appelle Juliette Nouel et qui s'appelle les ateliers de l'adaptation au changement climatique. C'est du coup une méthodologie qu'elle a développée basée sur les travaux du GIEC. Et donc, on va travailler en jouant, en découvrant la méthodologie et en trouvant des pistes d'adaptation pour imaginer vos pistes d'adaptation. Ça dure une demi-journée, donc matinée ou l'après-midi. Et de la même sorte, c'est plutôt dans votre entreprise, en intra-entreprise, avec le groupe ou un groupe élargi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dirigeants, salariés, etc. Pour vous donner une idée du livrable et de qu'est-ce qu'on entend par construire une trajectoire d'adaptation, c'est de réussir à définir des actions qui vont être peut-être dans un premier temps des actions qu'on juge des ajustements à la marge, qui peuvent être des ajustements du système ou des mesures transformationnelles, et on va essayer de les planifier dans le temps, court, moyen, long terme. Voilà. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi regarder les choses et de savoir vers où on va en termes d'adaptation au changement climatique. Les leviers qu'on va regarder vont être de l'ordre technique, financier, organisationnel, humain, stratégique. Voilà, donc ça peut passer par des exemples type diminuer les consommations et la dépendance à l'eau, adapter ces bâtiments et ces équipements aux nouvelles donnes climatiques, par exemple. Je pense à des équipements qui peuvent être pas adaptés à des fortes chaleurs ou des sécheresses. C'est retravailler sa chaîne de valeur, en tout cas la sécuriser. C'est avoir plus de coopération au niveau territorial. Bref, voilà, des solutions, mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature, jusqu'à peut-être des évolutions de business model dans les mesures les plus longues et transformationnelles. On vous donne plusieurs ressources. Déjà, on va vous en distribuer à la fin, enfin, on va vous envoyer par mail des ressources complémentaires. Mais pour vous inspirer et compléter les exemples d'entreprise, il y a l'ADEME qui a sorti un guide qui s'appelle « En entreprise, comment s'engager dans un parcours d'adaptation au changement climatique ». Donc ça, il y a plus de 30 témoignages dans ce guide qui sont intéressantes. Et également, nous, sur notre site de Bretagne Compétitivité, sur notre page adaptation changement climatique, on met à jour une sélection de ressources pour vous aider à comprendre et agir. J'ai vu tout à l'heure dans la conversation l'exemple de Porsche qui a perdu 2 milliards de chiffre d'affaires à cause d'un sous-traitant en Suisse qui a été inondé. C'est un exemple, en effet, qu'on actualise aussi dans ce fil d'actualité. C'est des ressources à la fois d'exemples, mais également d'outils ou de rapports pertinents. Voilà, donc on fait une petite sélection actualisée. On vous remercie d'avoir participé. On vous remercie également de donner votre avis. Alors, si vous pouvez nous flasher ce petit QR code pour répondre à… Je vois des petites
Merci. Voilà, nous donner votre avis sur ce webinaire. Et je vais ouvrir les caméras et les micros pour vous laisser la parole. Je vais arrêter le partage. On vous enverra le support et on vous enverra, comme l'a dit Adélie tout à l'heure, un petit livre, enfin un petit livret ressources. Voilà, vous aurez d'autres ressources encore disponibles, même d'autres que celles qu'on met en ligne. On verra. Une petite seconde. J'y arrive. Autoriser le micro. Je regarde. Il a pas l'air de vouloir me mettre les vidéos, mais c'est pas grave. Déjà, c'est. Le code ne fonctionne pas. On avait un petit doute en démarrant avec Adélie. Oui, je crois qu'on a un problème de lien. Merci. Oui, on est désolé. On vous renverra ce lien avec les ressources. Voilà. Okay. Questions. Alors, je vais reprendre peut-être les questions dans le chat s'il y en a. Alors, très intéressant, merci. Une question, qu'est-ce qui va impacter la nouvelle refonte de l'ISO en 2026? Elle est déjà impactée. En fait, il y a, alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il y a effectivement un amendement qui est paru et qui est déjà en vigueur depuis février 2024 pour 31 normes de management ISO. Toutes ne sont pas concernées, mais l'ISO 9001, 14001 le sont, par exemple. Et en fait, l'amendement dit que le changement climatique fait partie des enjeux majeurs. Donc avant, c'était un petit peu implicite. Maintenant, c'est explicite. C'est-à-dire que l'entreprise doit à la fois regarder comment elle impacte son environnement, mais aussi comment le changement climatique va impacter son activité. Et si du coup il y a des enjeux forts pour elle, et elle doit démontrer quel plan d'action, qu'elle a pris ça en compte, qu'elle a examiné ça, donc quelque part qu'elle a fait un diagnostic de vulnérabilité et quelle action elle propose après. Et l'auditeur peut dès à présent auditer ce point-là. Donc, dans la refonte, j'imagine, mais là, c'est une supposition, que ça va être du coup remis dans la norme. Mais sachez en tout cas que l'amendement est déjà entré en vigueur. Enfin, ce point-là est déjà entré en vigueur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. N'hésitez pas éventuellement à prendre la parole oralement, voilà, si c'est plus facile. Merci beaucoup. Effectivement, j'allais demander, c'est un changement qui se fait dans cette norme par rapport à l'adaptation au changement climatique ou la RSE, enfin la responsabilisation plus généralement? Donc là, c'est vraiment adaptation au changement climatique. En tout cas, c'est l'amendement là que j'évoquais. Ok. C'est vraiment ça. C'est sur les deux axes qu'on a vus tout à l'heure, adaptation, atténuation. Ok, c'est l'amendement 1 2024 là. Okay. C'est ça. Super, merci. Ça. Vous êtes concerné, peut-être? C'est la question. Non, mais alors moi, je ne suis pas exactement une entreprise. Je suis venue m'inspirer de ce que vous faites. Je suis en région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Voilà, donc, je suis référente RSE numérique responsable pour un cluster dans le numérique. Donc, voilà, je ne prendrai pas trop le temps de parole qui sont réservés à vos entreprises. Merci. Votre question, je pense qu'elle peut intéresser des entreprises dans tous les cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques ou témoignages, si vous souhaitez, si vous acceptez? J'avais une question, vous avez beaucoup d'entreprises ou je crois que c'est un truc un peu collectif, quand vous faites ces parcours d'adaptation, comment ça se passe? Alors, comme on l'a montré tout à l'heure, ce qui est collectif, c'est cette première partie, que ce soit en version webinaire un peu express là, ou atelier un petit peu. Mais voilà, on est en collectif à cette étape-là. Par contre, quand on travaille ensuite, on reste en individuel, en accompagnement individuel. Alors, dans l'entreprise,
pour travailler la sensibilité climatique et les pistes d'adaptation. Et dernière question, du coup, est-ce que vous avez des entreprises qui vendent plutôt des services qui se sentent concernées et qui embarquent, ou c'est plutôt des entreprises qui vendent on va dire, des produits tangibles? Plutôt des produits tangibles, on va dire. Ouais. Majoritairement, oui, des entreprises qui transforment ou qui transportent ou qui... Oui. C'est vrai qu'un peu moins dans les services. Un peu moins dans les services, oui. Voilà. Et on a eu beaucoup de participation dans nos ateliers collectifs pour être transparent et répondre aussi à votre question sur le nombre. Et on a du mal à embarquer les entreprises sur l'accompagnement. Et pour les idées reçues qu'on a vues, hein, c'est souvent c'est pas une priorité, je fais déjà des choses en matière d'atténuation. Voilà. Pourtant, le changement climatique, il est là. On l'a vu avec la sécheresse 2022. Là, on le voit avec les épisodes de précipitations intenses. Mais ça reste un sujet dont les entreprises ont un petit peu de mal à s'emparer vraiment sur le concret, quoi, le passage à l'action. Et ce qui est finalement dommage, parce que on voit que les fruits peuvent être assez rapidement mis en œuvre. En tout cas, on aime bien dire il vaut mieux anticiper que subir sur ces thématiques-là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie grandement d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. Je vais remettre dans la conversation, j'ai oublié, notre email voilà, pour donner suite à ce moment. Et puis... on est à votre disposition, puis vous allez recevoir les éléments qu'on évoquait tout à l'heure. N'hésitez pas à revenir vers nous à ce moment-là. Le programme continue, hein, là on est fin 2024, mais 2025-2026, ça se poursuivra. Avec d'autres formats que les webinaires, on va y réfléchir là. Mais voilà, n'hésitez pas, même si vous avez des questions, vous souhaitez juste échanger sur le sujet, n'hésitez pas, voilà, ça fait partie de notre mission. Merci, bonne continuation à tous. À bientôt. Bon après-midi, merci encore. Merci.